et bienvenue à une nouvelle émission de l'Érable approfondi. Pour aujourd'hui, nous vous proposons 3 sujets. L'événement de recrutement Mission Emploi Arthabasca Érable qui a eu lieu ce vendredi le 18 novembre, l'annonce de la présentation de la pièce de théâtre Scrooge par la troupe La Relève du 24 novembre, ainsi que l'anticipation de la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances qui aura lieu à partir du 20 novembre. Selon les récentes données de Statistique Canada, il y a presque 32 000 postes vacants dans le secteur manufacturier au Québec. Environ 3 000 de ces postes se trouvent dans la région de la Mauricie et le centre du Québec. Cela représente une pénurie de main-d'œuvre importante pour Arthabasca Érable, où plusieurs usines d'importance nationale et internationale se trouvent. Afin de pouvoir fonctionner et de trouver du personnel en région, les secteurs manufacturiers et de services demandent de l'aide à la Chambre de commerce, d'industrie, des bois francs et de l'érable. La réponse a été la création de l'événement de recrutement Mission Emploi Arthabasca Érable. Dans sa 5e édition, cette activité de recrutement vient d'avoir lieu vendredi le 18 novembre au Centre des congrès de Victoriaville de 13h à 20h. Plus de 1000 postes de différents domaines ainsi que 3000 emplois étudiants ont été offerts à travers l'exposition. Madame Stéphanie Allard, directrice de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Francs-Érable, nous a informé sur l'importance de cet événement de recrutement pour la région. Quant au deuxième sujet de l'émission, une équipe de la TVCE s'est déplacée mardi le 8 novembre à la polyvalente La Samar de Plessisville pour une conférence de presse organisée par la troupe de théâtre La Relève. Après 2 ans d'absence en raison de la pandémie de COVID-19, la troupe de théâtre La Relève retourne sur scène avec l'œuvre Scrooge. Il s'agit d'une adaptation du roman de 1843 de Charles Dickens du nom anglais A Christmas Carol, un chant de Noël. La mise en scène aura lieu le 24 et 25 novembre, ainsi que le 1er et 2 décembre, à l'auditorium de la polyvalente La Samar à partir de 19h30. Les profits du spectacle seront versés à des programmes communautaires et à l'assistance de personnes en besoin, selon les critères scolaires. En ce qui concerne le 3e sujet et dernier sujet de l'émission, du 20 au 26 novembre aura lieu la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances. Afin de nous informer en avance sur la problématique des dépendances, nous avons décidé d'inviter en studio Madame Audrey-Anne Lecourt, coordonnatrice clinique d'Action Toxicomanie. Madame Lecourt nous expliquera la définition du mot dépendance, l'influence sociale pour s'initier à une dépendance, son impact social, la partie de la population la plus affectée, les types de campagnes de sensibilisation, l'impact de la légalisation du cannabis sur la consommation et d'autres sujets. On commence maintenant à divulguer toutes ces informations avec le premier sujet. Mission Emploi Arthabasca Érable. Nous avons enregistré l'entrevue avant l'événement, mais les services et renseignements sont toujours accessibles à partir du site web www.missionemploi.ca. Vous cherchez un emploi? 60 employeurs vous attendent au Centre des congrès de Victoriaville le 18 novembre prochain de 13h à 20h pour l'événement Mission Emploi Arthabasca Érable. Plus de 1000 postes sont à combler. Des postes réguliers, étudiants, à temps complet ou à temps partiel. Que ce soit en présentiel, en mode hybride ou en télétravail, on a de la place pour vous. Sur place, des organismes d'aide à l'emploi pour vous aider dans vos démarches. Des ateliers d'évaluation de CV et même des entrevues d'embauche avec les employeurs. Passez nous voir le 18 novembre prochain. Tous les détails sur missionemploi.ca. Nous allons parler à des gens qui se cherchent un emploi ou encore les employeurs qui cherchent la perle rare. Pour nous en parler, vous savez que l'événement qui arrivera bientôt, c'est Mission Emploi Arthabasca Érable. Tout cela aura lieu le 18 novembre prochain de 13h à 20h et ça va se passer au Centre des congrès de Victoriaville. Mon invité, nul autre que Madame Stéphanie Allard, qui est la directrice de la Chambre de commerce Arthabasca Érable. Bonjour Stéphanie. Bonjour Lydia, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et vous? Oui, très bien. Alors dans ce cas-là, si ça va bien, le monde de l'emploi, le monde économique, est-ce que ça va bien?
Oui, ça va quand même assez bien et je vous dirais que on voit que la région se tient beaucoup, que les entrepreneurs se tiennent par la main là, pour s'entraider et tout ça. Et puis on voit aussi les emplois là, qui sont en train de se combler, dont avec les missions emploi qui vont aider aussi parce qu'on a une petite pénurie de main-d'œuvre, hein, comme tout le monde le sait. Alors oui, je dirais que l'économie va quand même bien là, parce qu'on s'entraide. Quand c'est en présentiel, c'est de 13h à 20h. Exactement. L'événement. Quand c'est en virtuel, c'est n'importe quand. Oui, vous allez voir, là, Oui. nous, dans le fond, le babillard de l'emploi, il y a des offres qui vont être affichées. Et puis, en plus, dans les journées précédemment, là, vous allez voir plusieurs actions, comme, là, je ne vais pas nommer une entreprise en particulier, mais ils ont fait des publicités, puis ça va passer régulièrement sur la page Facebook, il y a même le site Internet aussi de Mission Emploi. Donc, vous allez voir des entreprises qui se sont démarquées avec leur offre de services. Et puis, vous allez pouvoir voir toutes les offres qui sont là affichées. Puis même après le salon, il va en avoir encore. Donc, ça va être quand même un site puis une page Facebook là pour le salon de l'emploi qui va être quand même bonne là, pour quelques semaines, je dirais. Puis aussi, on a le guide de l'emploi qui est en rapport avec le salon, là, qui est encore possible de consulter. Oui, quand vous parlez du guide de l'emploi, c'est un pamphlet, c'est quoi exactement? Oui, c'est ça. C'est une brochure que les gens vont recevoir par la poste. Et puis, il y a toutes les entreprises qui sont à l'intérieur là, pour des publicités, tout ça, pour inviter les gens à venir les rencontrer. Mais ça aussi, si vous jamais vous voulez l'avoir virtuellement, juste nous contacter, on va vous le transférer. Comme je vous dis, la page Facebook de Mission Emploi Arthabasca va être très active et le site Internet également qui est missionemploi.ca. Vous savez, il y a toujours un petit côté, à un moment donné, découragement. Même dans un salon, ça peut arriver. Tu sais, à un moment donné, je serai jamais capable. Ils demandent universitaire, maîtrise, mais je le sais que j'aimerais ça, faire cette job-là. Je suis capable avec mon vécu. J'ai envie de dire à ces gens-là, postulez pareil. Ben oui, postulez pareil. Puis aussi, on a le Carrefour Jeunesse Emploi qui est là, qui peut aider. On a de la formation continue aussi, donc il y a une possibilité d'aller se performer aussi. Parfois, on va voir, bon, les gens ont eu un emploi, ben ils ont eu un offre, puis ils l'ont accepté, tout ça. Puis ça vient avec de la formation pour se performer, pour se développer. Donc, comme tu dis, Lydia, faut pas mettre un frein, on applique, on se lance comme ça, puis après ça, ben, on peut prendre la formation puis se développer, ça, il n'y a aucun problème. J'aimerais ça savoir les métiers les plus populaires qu'il y aura dans votre salon. Les plus populaires, comme on sait, on est secteur manufacturier, donc les soudeurs, les monteurs, les machinistes, des emplois comme ça. Mais on faut pas penser que c'est seulement là, des ouvriers puis des cadres comme ça, des cadres, des postes comme ça en entreprise. Mais il y a aussi du travail de bureau, dans le fond. Alors, il y en a pour tous les goûts, autant pour hommes que pour femmes. Donc, gênez-vous pas. Il y a des belles offres, des belles entreprises qui s'impliquent et puis il y en a vraiment là pour tous les secteurs. Avec l'arrivée des immigrants, c'est une réalité dans le centre du Québec en tout cas, il y a un poste qui est à combler, c'est la francisation de nos immigrants. Alors, si vous savez parler l'espagnol, l'allemand et en plus le français, on peut vous prendre dans le domaine de l'enseignement aussi. C'est sûr qu'il y a des secteurs qui doivent avoir des reconnaissances une fois qu'ils arrivent ici au Québec. Tu sais. Nous, la Chambre de commerce, on travaille avec la Fédération des chambres de commerce du Québec pour justement faciliter leur arrivée, améliorer le processus parce qu'on sait qu'il y a des petites longueurs de ce côté-là. Mais encore là, tu sais, moi, comme tu disais, Lydia, tu sais, on applique puis on voit après ça les solutions qui sont possibles de faire. Puis il faut pas s'arrêter à un simple nom. Faut faire des démarches pour se présenter puis déposer des candidatures. Est-ce que la Chambre de commerce cherche un employé aussi? Lançons l'appel. Non, on est... Mais oui, si on chercherait, ça serait une belle place aussi, le salon. Là. Présentement, on cherche pas d'employés, mais c'est sûr que si on en cherche, on fait appel à nos contacts, au salon comme ça. Donc, il faut être vraiment partout parce que faut toujours être actif pour notre marque employeur aussi parce qu'on sait jamais, bon, est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver? S'il y a des projets qui arrivent, il faut avoir les bonnes personnes en place pour combler les attentes, tout ça, les postes, les mandats. Alors, moi, je pense sincèrement à un organisme ou une entreprise, il faut toujours être actif là, pour aller faire notre marque employeur puis recruter les bonnes personnes pour faire partie de l'équipe.
Stéphanie, je pense qu'on a vraiment donné le goût aux gens d'aller à votre salon, autant en présentiel qu'en virtuel. On veut s'informer. Stéphanie, le mot de la fin, allez-y. Oui, vous pouvez retrouver la page Facebook qui est Mission Emploi Arthabasca Érable, ou sinon le site Internet qui est missionemploi.ca, excusez-moi. Et puis aussi, vous pouvez nous contacter à la Chambre de commerce au 819-758-6371 si jamais vous avez des questions. Et même si vous ne cherchez pas de défi, partagez, dites-le à quelqu'un qui cherche un nouveau défi parce qu'on est très accueillant dans la région d'Arthabasca et de l'Érable. Ben, merci beaucoup de votre entrevue, Stéphanie Allard. Bon succès pour cette 5e édition. Merci beaucoup. Pour plus d'informations sur Mission Emploi Arthabasca Érable, consultez le site Internet www.missionemploi.ca. Maintenant, nous changeons complètement de sujet afin de découvrir l'annonce du nouveau spectacle de la troupe de théâtre La Relève à la polyvalente La Samar de Plessisville par des étudiantes de la première et deuxième année du secondaire. Nous nous trouvons dans la polyvalente La Samar de Plessisville pour une conférence de presse sur l'activité théâtrale des élèves. Un spectacle de théâtre sera présenté le 24 et le 25 novembre ainsi que le 1er et le 2 décembre 2022 à l'auditorium de la polyvalente La Samar à partir de 19h30. Dans la conférence de presse d'aujourd'hui, nous vous informerons sur tous les détails. OK. Bonjour et merci à tous de vous être déplacés. Merci à vous les journalistes. Je me présente, mon nom est Azé Bouvier. Je suis dans le comité des communications de la troupe La Relève et j'agirai en titre d'animatrice de conférence. Tout d'abord, j'inviterai Naïma Côté, aussi membre des communications, à prendre la parole pour vous présenter le projet. C'est avec fierté que les jeunes de La Relève vous présentent le thème de leur prochain spectacle qui sera présenté les 24 et 25 novembre ainsi que les 1er et 2e décembre prochains. Cette année, la troupe présente la pièce Scrooge, l'adaptation du classique A Christmas Carol de Charles Dickens, a été écrite et mise en scène par Mario Fortin, animateur SACEC. La pièce vous plongera dans une ambiance féerique pour bien débuter la période des fêtes. Le spectacle raconte l'histoire d'Ebenezer Scrooge, un vieil homme égoïste et solitaire qui n'aime pas Noël, mais qui aura la visite de 3 fantômes lors de la nuit de Noël, invoquant son passé, son présent et son avenir. La relève veut permettre aux jeunes de se découvrir et de grandir à travers les arts de la scène. Plus d'une 50aine d'élèves de secondaire 1, 2 et 3 forment les différents comités. Les comédiens, les danseurs, les chanteurs, ainsi que le comité des décors et celui des communications. Des animateurs de secondaire 4 et 5 ainsi que des adultes responsables sont présents pour animer, conseiller et mettre en scène les élèves dans leur parcours au sein de la relève. Nous invitons la population à venir en grand nombre pour encourager ces jeunes dans la réalisation de ce projet pour lequel ils ont travaillé fort et qui leur tient à cœur. À chaque année, nous pouvons compter sur la générosité des entreprises, organismes et municipalités de la région qui soutiennent la troupe La Relève par les dons et des commandites. Nous tenons à tous les remercier chaleureusement pour leur appui. Rappelons que le spectacle sera présenté le 24 et 25 novembre ainsi que le 1er et 2 décembre prochain à l'auditorium de la polyvalente La Samar dès 19h30. Dès demain, le 9 novembre, les billets seront en vente au coût de 12 $ en pré-vente et 15 $ à l'entrée le soir de représentation. On a tous des jeunes qui vont, peut-être pour la première fois, vont faire partie même sur la scène. Donc, c'est une première pour tout le monde. Qui que c'est sa première fois? Tout le monde! C'était un beau défi. De quoi il s'agit l'histoire de la pièce de théâtre Scrooge? En fait, c'est une pièce de Noël qui a été écrite par Charles Dickens dans les années 1800. C'est un vieillard, en fait, qui il déteste vraiment Noël. Il y a eu beaucoup de choses dans sa vie qui ont fait que il est très fâché, il aime pas... c'est pas quelqu'un de joyeux et de sympathique, on va dire. Puis là, quelqu'un qui est mort, qui va lui annoncer qu'il va recevoir la visite de 3 fantômes. Le fantôme du passé, du présent et du futur. Et tous ces fantômes-là vont lui montrer son passé, qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie pour qu'il soit comme ça, qu'est-ce qui se passe là, les conséquences de ses actes, puis qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Puis à cause de ça, il réalise, fait qu'il se rend compte. Donc à la fin, il réalise ses erreurs, puis essaie de réparer ses erreurs. Est-ce que la pièce a été adaptée? Oui, c'est sûr, ils ont réécrit certains scripts, ils ont changé des choses, mais c'est quand même assez fidèle à la version originale, je pense. C'est historique, ça se passe dans les années 1800, là, l'époque où ça a été écrit.
C'est quoi votre rôle dans la pièce? Je joue Monsieur Scrooge, en fait. Puis, ouais, il y a... Vous pouvez juste nous parler en plus de détails de votre personnage. En gros, c'est le personnage dont j'ai parlé plus tôt. C'est quelqu'un de très... qui est refermé sur lui-même. Il est vraiment... il parle pas aux gens. Il est pas... c'est pas quelqu'un qu'on va vraiment dire « Ah, il a l'air sympathique dans la rue, par exemple. » Puis il est même égoïste. Puis c'est ça qu'on voit dans la pièce, c'est le changement de ce comportement-là. Après qu'il y a eu la visite des fantômes, il a vraiment réalisé toutes ses erreurs. Puis là, il essaie de devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de gentil. Puis là, ben, ça parle aussi un peu de l'esprit de Noël. Donc, il décide de fêter Noël puis d'être une meilleure personne. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de la relève? Oui, en fait, ici à la Polyvalente, il y a la troupe Ensemble qui est destinée au secondaire 3, 4 et 5 qui a été partie il y a 35 ans. Donc, la relève, c'est un peu la petite sœur de cette troupe-là. Elle s'adresse vraiment au secondaire 1, 2 et 3. Donc, c'est pour préparer les jeunes, justement, dans la préparation du spectacle. C'est aussi une croissance personnelle, en fait. C'est un projet qui est monté aussi pour développer l'estime de soi chez les jeunes. Puis ensuite de ça, ben, une fois qu'ils passent en secondaire 3, 4, 5, ils peuvent s'inscrire dans la troupe Ensemble. Les comédiens qui participent à la pièce, ils ont quel âge? De 12 à 14, 15 ans, là, à peu près. Ils sont combien? En fait, ils sont une cinquantaine d'élèves à participer dans les 5 différents comités. Il y a 18 comédiens qui vont être sur la scène. Il y a 2 chanteurs. Il y a 8 danses. Il y a aussi 8 personnes qui font partie du comité des communications, donc qui travaillent à la promotion du spectacle. Puis, il y a également 18 jeunes qui travaillent au décor du spectacle. Puis, sont accompagnés par 13 élèves de secondaire 4 et 5 qui ont déjà participé à faire des pièces de théâtre. Donc, ça, c'est leur grand frère, grande sœur qui les aident à préparer le spectacle. Est-ce qu'il y a des adultes aussi qui participent dans l'encadrement de ces jeunes? Oui, on a environ 1 à 2 adultes par comité. Donc, en fait, on en a 6 présentement qui aident les jeunes. Vous avez passé combien de temps pour préparer le spectacle? Le spectacle se prépare depuis le mois de juin dernier. En fait, il y avait eu les auditions puis le choix des participants. Ils ont pris une pause, évidemment, pour le temps estival. Puis on a recommencé le travail depuis le mois de septembre. Donc, c'est un 3 mois là, qui est mis à raison d'1 fois par semaine, plus quelques pratiques de surplus là, ici et là. D'après vous, il y a combien de temps loué par participant, par comédien, pour préparer la pièce de théâtre? En fait, c'est 3 heures par semaine environ, donc de 16 heures, là, une fois que l'école finit, jusqu'à 19 heures le soir. Donc, c'est 3 heures de préparation par semaine sur 3 mois. Donc, il faudrait faire le calcul, là, vite comme ça. Je vais éviter. Vous avez entendu un aperçu de la présentation théâtrale qui aura lieu le 24 et le 25 novembre, ainsi que le 1er et le 2 décembre 2022 à l'auditorium de la Polyvalente La Samarre à partir de 19h30. Nous avons parlé avec la comédienne qui jouera le rôle principal de la pièce de théâtre, ainsi que l'une des coordonnatrices. Pour la TVC, Abir Benkazi. Pour réservation et achat de billets pour le spectacle de la troupe de théâtre La Relève, vous pouvez communiquer directement avec la Polyvalente La Samarre au 819-362-3226. De cette activité solidaire qui est de ramasser des fonds pour la communauté, nous passons à un sujet plus complexe, celui de la problématique des addictions. Afin d'anticiper justement la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances, nous demandons des renseignements à Madame Andréane Lecourt, coordonnatrice clinique d'Action Toxicomanie. Bonjour à tous. Cette semaine, pour la Semaine de la sensibilisation aux dépendances, nous recevons Madame Andréane Lecourt qui travaille pour Action Toxicomanie. Bonjour, ça va bien? Ben oui, bonjour. Oui, ça va bien, merci. Donc, expliquez-nous un peu votre parcours professionnel au sein de Action Toxicomanie. Bien, en fait, moi, chez Action Toxicomanie, j'ai commencé comme intervenante dans les écoles secondaires. Je m'affairais à faire de la prévention des dépendances et la promotion de saines habitudes de vie. Tranquillement, j'ai gravi les échelons. Je me suis retrouvée responsable de tout le volet parents. On en parlera plus tard. Il y a vraiment une section pour soutenir les parents qui ont des adolescents qui ont des problématiques. J'ai monté progressivement le programme pour les parents. Ensuite de ça, je me suis retrouvée à devenir superviseur clinique. Donc, je suis devenue responsable d'une équipe d'intervenants qui octroyait les services là, dans les écoles primaires et secondaires. Et tranquillement aussi, je suis devenue responsable du programme
Développe Action. Le programme Développe Action, c'est un programme d'atelier qui est déployé dans les classes. Donc, j'en suis responsable encore à ce jour. Et maintenant, coordonnatrice là, de tous les services cliniques qui sont offerts chez Action Toxicomanie. Et pour cette semaine-là de sensibilisation aux dépendances, qu'est-ce que c'est une dépendance? Une dépendance, en fait, on peut être dépendant à bien des choses. Souvent, quand on entend le terme dépendance, on pense aux substances, le cannabis, l'alcool et d'autres substances. On peut être dépendant aussi aux écrans. On appelle ça, souvent on entend le terme cyberdépendance. Nous, on utilise davantage le terme utilisation problématique des écrans parce que la cyberdépendance fait référence à une problématique qui est beaucoup plus grave, qui est plus ancrée. On peut être dépendant à toutes sortes de choses, mais qu'est-ce qu'une dépendance, en fait? Il y a plusieurs critères là, pour définir une personne qui a une problématique de dépendance, mais je vous résumerai ça en 3 grands critères. Donc, le premier, c'est une perte de contrôle. J'essaie de me contrôler, mais j'y parviens pas. Par exemple, je m'étais dit que je consommerais pas durant le week-end. Ça a été plus fort que moi. J'y suis allée quand même. Ensuite de ça, pensée obsédante. C'est-à-dire que j'y pense constamment. Je suis en classe ou bien je suis dans un party. Je m'étais dit que je consommerais pas, mais c'est constamment dans ma tête l'envie de consommer est là. Donc, les pensées obsédantes, c'est un critère. Et l'autre, un des critères importants, c'est le fait de vivre des conséquences de ces habitudes-là de dépendance. Donc, que ce soit au niveau relationnel avec les parents, les amis, que ce soit au niveau fonctionnel, dans mon travail, à l'école. Donc, financier, je me mets à vivre toutes sortes de conséquences. Donc, ces 3 grands critères-là sont des indices pour dire, oh, je suis peut-être en perte d'équilibre à propos de mes habitudes de consommation ou d'utilisation des écrans, par exemple. Est-ce que vous avez des exemples de conséquences? Ah, ben oui, certainement, on le voit. C'est sûr que nous, on a une expertise Action Toxicomanie jeunesse. Hein? On dessert les jeunes de 10 à 30 ans. Donc, on va voir vraiment plus au niveau familial des conflits avec les parents, aussi des pertes d'amis ou des amoureux, des amoureuses qui s'éloignent parce qu'ils sont pas en accord avec les choix qu'on fait. Des incidences importantes sur la réussite scolaire. On va voir une augmentation du taux d'absence, une diminution des résultats scolaires. On va voir aussi peut-être un plus haut taux d'absentéisme au niveau du travail, les emplois que les gens vont avoir, des dettes aussi, des dettes financières, que ça soit les jeux d'écran, ben nécessairement des fois ça nécessite des dépenses pour pouvoir augmenter les levels là, dans le jeu, ou des dettes au niveau des dettes de drogue, de substances. Donc, ce sont ce type d'impact-là, mais j'allais oublier, et pour moi, c'est l'un des plus fondamentaux, c'est les incidences que ça a au niveau du développement de problématiques en santé mentale. Et ça, je le mettrais là au premier rang, malgré le fait que j'en parle en dernier, puisqu'on va le voir, une augmentation de troubles anxieux chez les gens qui ont des habitudes de consommation, une augmentation de troubles dépressifs. Il y a d'autres problématiques en santé mentale aussi qui peuvent émerger de certaines habitudes de consommation. Donc, ça peut aller loin. Ah oui, certainement. Mais oui, certainement. Et vous, chez Action Toxicomanie, oui. C'est quoi votre mission de cette organisation-là? En fait, notre mission chez Action Tox, c'est vraiment de faire la promotion de saines habitudes de vie. On travaille beaucoup le développement de compétences, hein, que ce soit l'affirmation de soi, l'estime, l'identité, pour que les gens se sentent mieux outillés lorsque vient le temps de faire des choix au niveau des habitudes de consommation ou des écrans. Donc, promotion de saines habitudes de vie et prévention des dépendances. Donc, ça veut dire de donner de l'information aux jeunes pour qu'ils puissent justement faire des choix plus éclairés, mais c'est aussi d'accompagner certains jeunes qui, eux, ont expérimenté, ont des questions ou qui ont développé certaines habitudes de consommation. On est là, on les rencontre en individuel pour les amener à cheminer. Donc, c'est vraiment, ça couvre, nous, on est en Mauricie au centre du Québec, donc on dessert la totalité des établissements d'enseignement secondaire qui se retrouvent sur le territoire et primaire aussi. Dès la 5e année du primaire, on va octroyer des ateliers en classe pour faire de la sensibilisation. Donc, habituellement, là, c'est du 10 à 30 ans. On va aussi desservir certains adultes. Mais puisqu'on travaille en prévention, souvent les adultes ont des habitudes qui sont plus ancrées. On travaille de concert avec d'autres services en dépendance adultes sur le territoire qui sont donnés par le CIUS, entre autres. Okay. Et pour ces campagnes de sensibilisation-là, oui. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est? Bien, à chaque année, hein, il y a des semaines de prévention, de sensibilisation, de prévention des dépendances. Donc, c'est sûr et certain que nous, on est très proactifs dans nos établissements. On est dans les lieux de vie de ces jeunes-là. Donc, on va faire des kiosques de sensibilisation. On va faire toutes sortes d'activités, des rallyes, des concours pour rallier les jeunes autour du sujet.
Et on parle prévention. Donc, on veut leur donner de l'information juste qui est adaptée à leur niveau d'âge pour vraiment qu'ils se sentent mieux outillés. Puis, on essaie de coller aussi les sujets des semaines de prévention aux tendances émergentes. Donc, bien entendu, vous avez certainement pu entendre parler des produits de vapotage, par exemple, ou bien tous les dérivés de cannabis. Peut-être le terme wax pen vous dit quelque chose, donc la consommation de cannabis par vaporisation. Donc, dès qu'on a des nouvelles tendances, on essaie de coller les sujets à la semaine de prévention pour mousser un petit peu puis donner de l'information aux gens. Pour actualiser, là. Actualiser totalement. Puis aussi, au niveau des écrans, là, on l'aborde aussi. Donc, oui, on est très, très proactif sur nos réseaux sociaux et à l'intérieur des établissements d'enseignement aussi lors de ces semaines-là. Et d'un côté plus technique, oui. Quel genre de substances sont le plus consommées? Ben, c'est sûr et certain qu'on a vu vraiment une recrudescence de la consommation des produits de vapotage. Ouais. Nicotine, entre autres, la consommation de nicotine par vaporisation, alors qu'on avait franchement atteint beaucoup de cibles avec la consommation de cigarettes traditionnelles. Il n'y en avait presque plus dans nos établissements. Avec l'arrivée des produits de vapotage, bien entendu, on a vu une augmentation de la consommation de nicotine. Je vous dirais que le cannabis et l'alcool demeurent toujours les substances les plus consommées chez nos jeunes et c'est ce qu'on retrouve aussi à l'intérieur de nos statistiques là, chez Action Toxicomanie. Et quand on parle de cannabis, on peut penser au cannabis, la cocotte, le fumé traditionnel, mais maintenant avec les dérivés là, comme les concentrés liquides là, qu'on retrouve dans les fameuses wax pen, ben c'est sûr que là on voit vraiment une augmentation, surtout la dernière année scolaire là, qu'on a terminée au mois de juin dernier, on a vraiment vu une augmentation de la consommation de produits de cannabis. Et est-ce qu'il y a une raison en particulier? Pourquoi ça a augmenté? Ah, ben c'est une excellente question. C'est difficile de donner un point précis sur le pourquoi. Bien entendu, la pandémie n'a pas aidé. On a vu vraiment une augmentation de la détresse psychologique chez les élèves. Donc, vous savez, la consommation de substances ou la consommation d'écran, ça a une fonction. Hein, ça peut détendre, ça peut calmer, ça peut nous changer les idées. Alors qu'il y a bien d'autres façons là de changer. Puis c'est ce qu'on targue à dire là, tu sais qu'il y a plein d'autres façons plus saines. Mais parfois, certains jeunes vont découvrir la substance dans des contextes plus difficiles de vie. La pandémie, bien entendu, a été une période difficile. Donc, on a vu, oui, une augmentation de la détresse et donc de la consommation chez les jeunes. L'accessibilité de ce type de produit-là. Okay. Bien entendu, là, quand on regarde la wax pen, on a sorti beaucoup dans les médias pour sensibiliser les parents au fait que les jeunes se commandent ça en ligne. Ah. Et ils reçoivent à la maison. Donc, des fois, ça nécessite la signature d'un parent. Soyons vigilants, chers parents, quand ça nécessite une signature. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un jeu vidéo. Peut-être questionner, s'intéresser au contenu. Mais des fois, ça ne nécessite pas du tout non plus de signature. Donc, vraiment, l'accessibilité à ce type de produit-là a été une des raisons de l'augmentation de la consommation. Et en dernier lieu, je dirais, là, ce qui me vient rapidement en tête, c'est aussi la facilité qu'on a à les dissimuler. Les produits de vapotage, que ce soit la nicotine ou que ce soit les concentrés liquides de cannabis, ça sent la barbe à papa, ça sent les fruits. Donc, pour les parents, pour les enseignants, les directions d'école, c'est pas si simple que ça que de détecter par l'odeur, par exemple, qu'un élève est intoxiqué. Oui, on va le voir là, par ses comportements, mais avant, c'était plus simple. Ça sentait le cannabis, ça sentait la moufette, on pouvait détecter par l'odeur. Maintenant, puis aussi, tu sais, c'est tout petit. Ce sont de minuscules gadgets qui ressemblent à des clés USB facilement dissimulable dans les mains, dans les poches et tout ça. Donc, tout ça, là, et la mode, hein, c'est une mode. Le lifestyle associé à la consommation de produits de vapotage a été très, très moussé sur les réseaux sociaux par différents influenceurs. Ça a attiré les jeunes. Et alors voilà, tu sais, c'est différents facteurs. Je pourrais vous en nommer d'autres, mais c'est ce qui me vient rapidement en tête. Okay. Et pour information, oui? Comment on peut voir que quelqu'un est intoxiqué? Bien, tout dépendamment de la substance, hein, parce que les substances appartiennent à différentes familles, catégories de drogues. Donc, les stimulants, si on prend les stimulants, ben là, je vais vous donner des particularités, mais on pourrait en parler bien longtemps. Là. Les stimulants, on va voir des gens qui sont plus agités, souvent la petite jambe qui shake, se ronger les ongles. On peut, si on consomme de façon plus régulière ce type de produit-là, même développer certains tics nerveux. Okay. Donc, les stimulants, on va voir une forme d'agitation. La personne parle beaucoup. Physiquement aussi, des fois, ça peut être difficile de contrôler cette espèce d'énergie artificielle-là. Donc là,
ce sont rapidement des symptômes. Si on pense à l'alcool, ben on peut penser à une certaine forme de nonchalance, une difficulté à parler, un peu l'odeur aussi de l'alcool, c'est assez dissimulable. Une forme aussi de ralentissement. On parle plus lentement, on marche plus lentement. Donc, l'alcool appartient à la famille des dépresseurs. Ça le dit, donc on ralentit tout le système intérieur, hein, nos poumons, le cœur, mais aussi notre physique, notre corps. Quand on pense à la famille des perturbateurs, c'est la famille sous laquelle on va retrouver les substances hallucinogènes. Donc là, on est un petit peu plus en perte de contrôle, on va rire, il va y avoir de l'euphorie, on va avoir des drôles d'idées, des drôles de discours. Mais le cannabis appartient à cette famille-là. Okay. C'est pas tout le monde qui va faire des hallucinations sur le cannabis, mais on va voir, par exemple, avec le cannabis, les yeux rouges, les yeux plus petits, la bouche pâteuse, une forme de nonchalance, difficulté de concentration. La personne est plus lunatique, elle part plus dans ses idées. Pour un parent, là, le fameux trip de bouffe, là. Hein, on en entend souvent parler, le jeune, après un certain moment dans son épisode de consommation, va ressentir vraiment une envie de manger, donc vider les garde-manger. Mais il faut faire attention, hein, s'il y a des parents qui nous écoutent, l'adolescence, c'est ça aussi, là. Hein, ils mangent beaucoup à l'adolescence, mais les fameux trips de bouffe, là, c'est vraiment caractéristique. Donc, grossièrement, là, c'est ce qui me vient en tête aussi. Il y a plusieurs symptômes. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je vais le dire, je vais le répéter plus tard, mais vous avez des questionnements à propos des substances spécifiques. Vous pouvez consulter notre site web www.actiontox.com où on retrouve une multitude d'informations sur les différentes substances. Et quel impact sociaux peuvent avoir ces dépendances-là, de tous les genres, là, des écrans, l'alcool, les substances? Est-ce que ça peut influencer au niveau familial, le travail, les études? C'est sûr et certain que le fait d'avoir faut faire attention, il y a différents types de consommateurs, il y a les occasionnels, les explorateurs, tu sais. Souvent, eux, ça a le peu d'impact, ils sont en contrôle. Puis bon, mais tu sais, quand on en arrive à une consommation qui est plus régulière, jeunesse, là, quand on parle jeunesse, une consommation régulière, c'est une fois par semaine pendant au moins un mois. OK? Donc, souvent, les gens, quand on donne cette information-là, ils font un peu le saut parce qu'ils s'attendent, quand on parle de consommation régulière, à plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine. Mais non, c'est une fois par semaine pendant au moins un mois. Si on est à 3 à 4 fois par jour ou 3 à 4 fois par semaine, on est dans la surconsommation. Dès qu'on arrive à des habitudes un peu plus régulières comme ça, mais ça se peut que là, ça ait des incidences au niveau de notre humeur, que ça ait des incidences au niveau de notre énergie, de notre sommeil. Il y a différents impacts là, bio-psychosocial, tu sais, au niveau de la consommation. Socialement, bien entendu, pour les parents, je pense aux parents, c'est inquiétant. Hein, c'est inquiétant de découvrir que son enfant a des habitudes de consommation. Donc, ça peut amener les parents à être un petit peu plus vigilants, un petit peu plus suspicieux. Et puis là, dans le fond, mener à certains conflits. Fait oui, inévitablement, ça peut avoir des impacts au niveau familial. Scolaire, je le nommais tantôt, particulièrement la consommation de cannabis engendre un syndrome qu'on appelle le syndrome amotivationnel. C'est le contraire de motivé. Donc, j'irai demain à mon cours. Je la ferai l'année prochaine, mon secondaire 4. Je trouverai une job là, de la semaine prochaine. On remet à plus tard. Donc, souvent, les gens qui ont des habitudes de consommation plus ancrées, on va observer certaines de pauses sur le rythme naturel des choses. Les choses se font un petit peu plus lentement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas, mais souvent, c'est un petit peu plus long. Donc, oui, ça, au niveau motivationnel, on va l'observer. Au niveau aussi de la santé mentale, on en parle pas assez. L'impact que ça peut avoir au niveau de l'anxiété, l'anxiété, c'est quelque chose qui peut être un peu paralysant quand vient le temps de se mobiliser. Donc, ou au niveau dépressif, se sentir dépassé, se sentir triste, se sentir fatigué. Donc, ça peut avoir des incidences aussi sur la mise en action par rapport à la réussite. Puis, c'est pas réussir dans la vie, c'est de réussir sa vie, d'avancer, de se réaliser. Des fois, la consommation va nous ralentir au niveau de la réalisation, de l'actualisation de soi. Fait qu'il y a ça. C'est sûr que ça a des coûts.
Oui. Hein? Ben, ça a des coûts financiers, sociétals, tout ça. Tout cet argent-là qui est investi dans le traitement des problématiques en santé mentale ou au niveau de la santé physique aussi, n'en demeure pas moins que ça a des impacts au niveau de la santé physique, cette consommation-là. Au niveau des écrans, c'est sûr et certain que on en parle moins des impacts au niveau des écrans. Les mêmes, là, tu sais, que ce soit une dépendance aux substances ou une dépendance aux écrans, souvent, le profil d'individu est différent, mais les conséquences sont sensiblement les mêmes. OK. Fait que ça revient toujours un peu au même. Tu sais, le mensonge, les dettes, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les deux domaines, là, sans problème. Et selon votre clientèle, pourquoi une personne peut commencer à consommer? Ah, tu sais, il y a autant de raisons à commencer à consommer que de personnes qui s'est retrouvées dans nos services. D'abord, les premiers épisodes c'est démontré statistiquement que les premiers épisodes de consommation sont souvent liés à une influence sociale. On se retrouve dans un party, on est entouré d'amis, en ouais donc, c'est ça, moi ça fonctionne pour moi, tu devrais apprécier. Bon, il y a souvent un contexte d'influence sociale dans les premiers épisodes de consommation. Rares sont les fois à ce moment-là que c'est pour oublier un problème ou que c'est vraiment dans un contexte de plaisir, de curiosité, d'exploration. Donc, ça, c'est la majorité du temps. Bien entendu, le fait de consommer, on va se dire les vraies choses, ça a un impact au niveau de la production de dopamine dans le cerveau. La dopamine, qui est un neurotransmetteur qui fait ressentir le bien-être, la bonne humeur. Donc, pas tout le temps. Régulièrement, les gens vont ressentir un effet de plaisir lié à la consommation. Et là, ceux qui vont développer des problématiques, c'est que tout à coup, ils vivent une situation difficile. Ça a un nom, ça s'appelle le cycle de la dépendance. Ils vivent une situation difficile, ont expérimenté avec la consommation un épisode de bien-être, un épisode de plaisir. Se disent, peut-être que si j'expérimentais ça de nouveau, je pourrais retrouver un sentiment de confort. Donc, ils vont expérimenter. Et là, s'ensuit souvent un cycle. C'est-à-dire que, parce que ça a fonctionné, c'est rapide, c'est instantané, je peux avoir le goût de réessayer et d'emprunter cette espèce de cycle-là régulièrement. Donc, ça peut être parce que je vis des émotions négatives, la tristesse, la colère, je me sens stressée, j'ai besoin de me calmer, j'ai besoin de me changer les idées. Ça me fait quelque chose à faire, je me connais peu, je sais pas trop ce que j'aime, ça, je sais que j'aime ça me fait quelque chose à faire. Je suis timide. L'alcool me permet de me dégêner, de socialiser. Ça me permet de me sentir plus habile socialement. Il y a toutes sortes de raisons là qui amènent les gens à consommer. Ce n'est rarement pas toujours des situations complètement dysfonctionnelles ou tout ça. Ça arrive, bien entendu, mais pas toujours. Donc, ça s'inscrit progressivement, tout ça. Ça s'installe vraiment tranquillement. Mais rares sont les fois où, au départ, c'est pour des raisons de souffrance. C'est beaucoup plus dans un contexte exploratoire ou pour le plaisir. C'est pour ça que nous, on dit, cette situation-là, ce besoin-là, la fonction qu'actuellement joue, là, elle a ta consommation, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre avant que tu faisais? Comme par exemple, moi, je sais que de jouer au basket, ça me détend. Je sais que de lire, ça me change les idées, je plonge dans l'univers. Donc, on va essayer d'amener les jeunes à se rappeler qu'est-ce qu'ils faisaient avant pour répondre à leurs besoins. Et là, ça devient des alternatives plus saines plutôt que d'aller vers la consommation. Et au niveau des causes, vous faites affaire avec une clientèle de 10 à 30 ans, c'est ça? Donc, qu'est-ce qui différencie les causes d'un jeune de 12 ans d'un adulte de 30 ans? Par expérience, là, mon expérience terrain qui m'amène à parler de ça. Ce qu'on va voir, c'est des jeunes qui, la pression. Hein, on peut le retrouver à l'adulte aussi, là, entendez-moi là-dessus, là, franchement, mais d'appartenance, le sentiment d'appartenance, je veux appartenir à une gang, je veux plaire, je veux être aimée, je veux être entourée d'amis cool. Donc, il y a souvent cette recherche, cette quête identitaire-là à l'adolescence qui peut venir caractériser certains choix. Appartenance particulièrement, puis le besoin d'être aimé. On l'a tous, ce besoin-là. C'est très, très fort à l'adolescence parce qu'on est en train de se construire et on se connaît pas encore beaucoup. Donc, ça peut être une raison. Le milieu familial, quand on est à l'adolescence, on est encore jeune, hein, pré-adolescent, adolescent, on est encore dans ce milieu familial-là, on baigne, on est dedans constamment. Donc, s'il y a des tensions, des difficultés, des séparations, ça peut venir teinter ce besoin-là aussi de venir se changer les idées. Et l'anxiété de performance
aussi présente à l'âge adulte, mais aussi vraiment, ça marque les générations qui sont là maintenant sur les bancs d'école. Cette pression-là à la performance, à la réussite sociale, les réseaux sociaux contribuent bien entendu à cette performance-là parce que tout est si liché, tout est si arrangé, tout est... Fait que bon, tu sais, ça vient contribuer à augmenter ce sentiment de stress-là. Donc ça, on peut le voir plus à l'adolescence. L'adulte, il y a quelque chose de plus cristallisé, de plus ancré, de blessé, c'est plus difficile à réparer. Des fois, ce qu'on va voir à l'adulte, puis c'est pas toujours le cas, mais ce qu'on peut voir, c'est une personne qui consommait du cannabis, qui a fait un bout de chemin par rapport à la consommation de cannabis, qui a transféré vers le jeu d'hasard et d'argent ou vers les écrans, parce que bon, ça a moins d'incidence sur sa santé mentale, sur sa santé physique, qui est plus à la maison, donc moins de conflits dans le couple ou des choses comme ça, mais n'en demeure pas moins qu'il y a quand même quelque chose là, qui demeure là, comme habitude. Et il y a des solutions aussi pour s'en sortir. Il y a de la désintoxication. C'est ça? Ah, complètement. Tu sais, il y a toutes sortes de solutions. Bien entendu, le premier pas, c'est d'en parler. Puis c'est pour ça qu'il existe des ressources communautaires et publiques pour qu'on puisse amorcer la discussion. Le fait d'en parler va nous permettre de regarder avec un peu plus de recul notre situation puis d'aller chercher des outils aussi. Donc, nous, quand on travaille en atelier, quand on fait des ateliers en classe pour sensibiliser puis outiller les jeunes, on va vraiment faire la promotion de la demande d'aide. Donc, demander de l'aide. Donc, le fait d'en parler. Ensuite de ça, d'identifier à l'intérieur d'un suivi avec un intervenant le besoin qui est comblé par cette consommation-là, ces habitudes-là, et de pouvoir trouver des alternatives pour être capable de répondre à ce besoin-là sans nécessairement être dans des comportements un peu d'autodestruction. Donc, il y a ça. Donc, mettons qu'on place Action Toxicomanie dans un continuum de services. Action Tox est un service de prévention. Donc, nous, on est là vraiment comme point de départ. Les ateliers en classe, c'est vraiment le premier point de départ pour promouvoir les services en dépendance. Les jeunes peuvent nous faire des demandes de services pour venir en individuel. Nous, on utilise toutes sortes d'outils pour être en mesure de bien évaluer les besoins, les niveaux de soins que les gens ont besoin. C'est des couleurs, vert, jaune, rouge. Vert, ça va, tu as peut-être besoin d'informations, je vais répondre à tes questions. Jaune, oh, là, il y a une habitude qui est en train de s'installer. Rouge, il y a une dépendance. Quand un jeune est rouge dans nos services, on va l'accompagner vers les services en dépendance jeunesse du CIUS. Anciennement, on appelait ça Don Rémy. Mauricie, Centre du Québec. Maintenant, on appelle ça les services en dépendance jeunesse du CIUS. Donc, c'est des services qui s'offrent dans les écoles aussi, mais qui vont faire que du rouge. Et quand un jeune a besoin de plus, c'est-à-dire que ça nécessiterait peut-être une thérapie fermée, eh bien là, il existe toutes sortes de centres de thérapie jeunesse. Sur le territoire ici, nous, on travaille beaucoup avec le Grand Chemin qui est à Saint-Célestin. Donc, c'est vraiment un continuum de services qui est très, très bien établi en Mauricie et Centre du Québec. On est une région modèle pour toutes les autres régions au Québec, d'ailleurs. Donc, à l'adulte, nous, on peut faire la même chose. On peut travailler avec l'individu, l'évaluer, s'il nécessite des besoins plus spécifiques, on va le référer, l'accompagner. C'est pas du référencement, appel, puis on peut y aller avec lui. On est vraiment une organisation très humaine. On accompagne les gens vers le bon niveau de soins. Et s'il y a des besoins au niveau thérapie fermée, au niveau des adultes, il y a toutes sortes de possibilités. On peut penser pas le Grand Chemin, il y a un centre de thérapie fermée offert par le service en dépendance adulte qui est à Pointe-du-Lac, mais il y a les pavillons de la Suétude de ce monde. Il y a toutes sortes il y a le centre de thérapie à Arthabasca, il y a toutes sortes de centres qui sont disponibles pour soutenir les adultes qui veulent avoir un arrêt d'agir. Donc, il y a plein d'organisations là, pour ça. Oui, complètement. En appelant Action Tox, vous aurez accès à toutes ces informations-là. Vous pouvez aussi consulter le site trouvetoncentre.com. Si vous nous écoutez là, puis que vous êtes à une autre région là au Québec, en allant sur trouvetoncentre.com, vous avez accès à tous les centres en dépendance qui se retrouvent dans votre région. Okay. Et d'un côté plus large, plus général, est-ce que vous pensez que la légalisation du cannabis a pu venir jouer un rôle dans l'augmentation peut-être des gens qui débutent à la consommation? C'est pas rare qu'on nous pose la question chez Action Tox, puis nous, dans le fond, on
longtemps à ne pas trop se positionner parce que de la prévention, on en faisait avant, puis on en fait toujours depuis la légalisation. Ça n'a rien changé. Quand on parle prévention, on cible encore la jeunesse, alors que la légalisation, elle est à partir que de 21 ans. Si je peux me permettre, la légalisation du cannabis aura été faite rapidement. Donc ça serait une forme de critique là, que je peux porter, Action Tox ou Audrey-Anne Lecourt peut porter sur le fait que ça s'est fait rapidement. Il y aurait eu peut-être des étapes au niveau de la prévention, de l'information qu'on aurait pu davantage faire pour éviter cette forme de banalisation. Parce que chez les jeunes, la légalisation a fait en sorte de croire que le cannabis est une substance inoffensive, alors que ce n'est pas le cas du tout. Donc, puis ils n'y ont pas droit. Hein? Donc, en fait, la légalisation, ce que ça aura permis, on le voit, on le vit, c'est d'augmenter, par contre, le financement des organisations communautaires ou toutes les organisations qui œuvrent en dépendance se sont vues augmenter de façon importante leur financement pour pouvoir faire de la prévention puis soutenir les gens qui ont des problématiques. Donc, on l'a vu. Même dans les MRC, il y a eu des fonds pour qu'on puisse déployer des activités préventives en lien avec la légalisation du cannabis. Donc, ça, c'est chouette. Ça, il y a eu un peu plus de sous. Est-ce que c'est la légalisation? Est-ce que c'est la pandémie? Est-ce que c'est plutôt tous ces types de produits qui ont été conçus, vendus? La fameuse wax pen, c'est un produit qui est illégal au Québec. OK? Donc, c'est pas légal, mais c'est super accessible. Donc, et c'est toutes sortes de conjonctures ensemble qui font que les jeunes sont attirés et ils consomment le cannabis. Est-ce que c'est la légalisation? Je suis pas prête à dire ça. Mais franchement, nous, ce que ça a eu comme impact, c'est qu'on a vu une augmentation significative de demande de services des parents à cause de la légalisation parce que, bon, ça peut être, OK, ça s'en vient, je veux me sentir outillée comme parent, comment je vais pouvoir accompagner mon enfant là-dedans. Ça, on a vu ça. On a vu aussi des parents dire, moi, j'ai des habitudes de consommation de cannabis. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir consommer devant mon enfant? Quel impact que ça peut avoir? Il y a eu beaucoup de demandes de services parents chez nous pour pouvoir mieux se sentir mieux outillés par rapport à ce sujet-là. Ça, on a vu ça. Et vous en avez nommé un petit peu tantôt, là, mais qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement peut faire pour venir vous aider là-dedans, vous, les organismes qui font de la prévention? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous aider? Vous savez, durant la dernière, là, on en est à notre 2e année. L'année dernière, il y a eu un grand déploiement national. Toutes les écoles secondaires au Québec ont eu la chance de recevoir des services de prévention en dépendance qui étaient octroyés par les organisations communautaires de toutes les régions. Donc, là, effectivement, Monsieur Carman, le ministre Carman, a déployé énormément de fonds pour soutenir les organisations pour qu'on puisse déployer ces services-là. Donc, bravo, tu sais, ça, c'était super chouette. Ça veut dire que dans la majorité des écoles secondaires, il y a eu des ateliers de sensibilisation pour outiller les jeunes. Dans certaines écoles secondaires, il y a même eu des intervenants pour accompagner individuellement les jeunes. Donc, ça, déjà, on sent que il y a une ouverture, il y a une sensibilité du ministère de la Santé et des Services sociaux pour qu'il y ait davantage de services offerts aux élèves, aux jeunes, au niveau de la dépendance. Donc, le nerf de la guerre, c'est le financement. C'est le financement, soutenir financièrement les organisations, puis en parler, démystifier le sujet c'est comme si, au niveau des substances, il y avait, durant la dernière année, il y avait eu un très grand pas qui avait été fait, mais je pense que les parents et la population générale ont besoin d'être davantage soutenus au niveau de l'utilisation des écrans. C'est vraiment là où je sens que, nous, en tout cas, on a beaucoup de demandes de services en lien avec ça. Donc, et puis on y travaille là, cette année, mais je vous dirais que, puis de peut-être aussi presser le pas, si je peux me permettre, en ce qui a trait à l'encadrement de ces 10 produits de vapotage-là. Il y a des lenteurs en ce qui a trait au contrôle au niveau des saveurs. Et c'est 9 jeunes sur 10 consomment des produits de vapotage à cause des saveurs. Donc, si on limitait un petit peu l'effet bonbon, ça aurait clairement fait des incidences. Fait que je pense que le fait de mieux encadrer certains produits et de soutenir les organisations en dépendance, c'est ce que le gouvernement fait déjà et pourrait continuer à faire. Donc, quelles sont les substances les plus dangereuses et pourquoi? Je ne sais pas si vous avez entendu dans les médias la fameuse crise des opiacés.
on retrouve davantage cela dans les grands centres. Ben, inévitablement, quand on pense à la famille des opiacés, que ce soit la morphine, la dilodide, le fentanyl, pour nommer que ceux-là, ce sont des substances très puissantes et qui peuvent engendrer des conséquences importantes, entre autres les décès de certaines personnes qui font des overdoses, en fait, de ce type de substances. Donc, c'est sûr et certain que quand j'entends les substances dangereuses, la famille des opiacés, ça se retrouve à être une substance, une catégorie qui, pour moi, est plus parlante au niveau de la dangerosité. Et je pense aussi au mode de consommation qui est celui de l'injection. Bien entendu, il y a plus de risques au niveau de la santé lorsqu'on consomme par injection. Puis, souvent, les effets sont très, très, très intenses. Donc, l'intoxication, la personne peut avoir une perte de contrôle au niveau de son intoxication et se retrouver là, dans des situations, comme je le nommais tantôt, là, au niveau d'overdose ou de... Voilà. Alors ça, c'est sûr et certain. Par contre, cette question-là nous est souvent posée. Il y a toutes sortes de types de substances. Là, on pense à le sel de bain, la crocodile. C'est des substances qui ont été super gros médiatisées, mais qu'on retrouve très, très peu chez les consommateurs. On les retrouve très peu, ces substances-là. Donc, la substance la plus dangereuse, c'est souvent la substance que la personne va le plus aimer. Dans le fond, je peux être une personne qui a expérimenté la cocaïne, par exemple, une fois, mais qui consomme du cannabis à tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, la substance la plus dangereuse pour l'individu, ça se trouve à être la substance dont la personne fait le plus usage. Tout dépend vraiment de la fréquence de consommation, la quantité consommée aussi et les modes de consommation qui sont privilégiés par les consommateurs. Ces différents facteurs-là vont venir influencer les effets ressentis et donc les risques associés à l'usage de ces substances-là. Il y a une loi qui explique ça, ça s'appelle la loi de l'effet. Il y a 3 facteurs qui viennent influencer l'effet qu'on va ressentir, la substance, l'individu et le contexte. Est-ce que la consommation, ça peut être lié à un certain niveau socio-économique? Ben là, inévitablement, souvent on pense que c'est les gens plus défavorisés qui vont avoir des habitudes de consommation. C'est une fausse croyance parce que on retrouve de la consommation d'alcool, on retrouve de la consommation de toute autre substance dans d'autres niveaux socio-économiques. Bien entendu, quand on est le fait de vivre dans un environnement défavorisé, c'est un facteur de risque. Ça va augmenter les chances que je puisse développer des habitudes de consommation, mais ça ne veut pas dire que nécessairement je vais être quelqu'un qui va consommer plus tard. Des fois, les substances vont varier aussi selon le portefeuille qu'on a. Donc, ben oui, c'est sûr qu'il y a des substances qui sont plus coûteuses là, sur le marché. Par exemple, on pense à la cocaïne, qui est une substance qui est plus dispendieuse à l'achat. Donc, c'est aussi associé, hein, souvent les gens qui vont consommer de la cocaïne vont dire, ben c'est hot, là, tu sais, j'étais un peu kingpin de consommer de la cocaïne parce que ça fait référence à un statut socio-économique qui est plus élevé. Comparativement, par exemple, à de la méthamphétamine. Tous les deux, ce sont des substances stimulantes, mais la méthamphétamine est un petit peu moins coûteuse sur le marché. Donc, oui, le portefeuille qu'on a peut avoir des incidences sur les substances, sur la quantité consommée. On va appeler ça, nous, la qualité du produit. Boire une caisse de 24 de Coors Light versus rhum épicé particulier. Bon, il y a ça, il y a des enjeux économiques dans la qualité de la substance. Mais oui, effectivement, ça peut avoir une incidence. Mais quelqu'un qui a une habitude de consommation va trouver une stratégie pour pouvoir combler ce besoin-là, bien entendu. Et du côté des actions gouvernementales, est-ce que vous avez participé dans des suggestions de projets de loi ou... En fait, nous, toutes les organisations, tous les groupes qui travaillent en dépendance au Québec sont souvent représentés par, sont représentés par l'ACCID, qui est notre association, là, qui regroupe tous les services offerts en dépendance. Et l'ACCID fait vraiment un travail extraordinaire en ce qui a trait à il nous représente dans les différents paliers gouvernementaux. L'ACCID nous représente. Donc, inévitablement, quand l'ACCID doit faire une représentation au niveau du gouvernement, ben, il va sonder les groupes communautaires qui représentent. Et oui, effectivement, Action Tox a été sondé, questionné par rapport aux différentes représentations. Puis, vous savez, Action Tox ont contribué de façon significative à différents cadres de référence sur lesquels les décideurs se sont appuyés pour déployer des services en prévention au Québec. Donc oui, certainement, Action Tox a joué un rôle significatif dans différents déploiements de services au Québec, ça c'est sûr.
Pour terminer, est-ce que vous auriez un message peut-être pour les gens qui sont aux prises avec les dépendances ou un message? Bien, si je peux me permettre vraiment, si par le fait que tu entendes l'entrevue aujourd'hui, tu te dis, ben moi, je me sens rejoint, il y a des critères que la personne a énoncés qui me rejoignent, bien, la première chose que tu peux faire, c'est communiquer. Dans tous les établissements d'enseignement Mauricie Centre du Québec, il y a un intervenant en prévention des dépendances qui est là. Donc, tu peux aller cogner à sa porte. Tu peux peut-être lui demander un petit moment après un atelier pour pouvoir nommer tes inquiétudes. Puis tout de suite, tu vas être pris en charge pour être rencontré puis qu'on puisse répondre à tes questions. Il y a aussi le site web d'Action Toxicomanie, www.actiontox.com. C'est truffé d'informations pour les intervenants, pour les jeunes et pour les parents. Et si vous êtes un parent, sachez qu'Action Toxicomanie offre des services spécifiques aux parents, que ça soit, ça peut être un besoin ponctuel, je viens de trouver une substance, je sais pas quoi faire avec, je sais pas comment intervenir avec mon enfant. Si vous voulez avoir aussi du suivi, plusieurs rencontres avec un intervenant, ça se fait aussi chez Action Tox. Et il y a aussi le service de groupe de parents qui avait été mis un peu sur pause là, pendant la période de la pandémie et qui tend à revenir en place. Donc, vraiment, en communiquant chez Action Toxicomanie, vous avez toutes les coordonnées sur le site web. Vous allez avoir accès à une batterie de services. Mais vous, les jeunes, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit un jeune adulte ou dans les écoles aux adultes, ou même tu n'es plus sur les bancs d'école, mais ça te rejoint le message aujourd'hui, rentre en contact avec nous. On a des intervenants qualifiés, experts dans le domaine qui sont vraiment là pour vous soutenir. Et il n'y a pas de délai. Dès qu'on appelle chez Action Tox, c'est immédiat. On a un service et un rendez-vous souvent dans la même semaine. Il n'y a pas de délai. Donc, voilà, vous êtes la bienvenue. Merci d'être venu pour nous éliminer sur ce sujet-là. Ça me fait vraiment plaisir. À bientôt. À la prochaine. Vous avez entendu tous les détails sur nos 3 sujets de l'émission. Mission Emploi, la troupe théâtrale La Relève et la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances. Si vous voulez rester informé sur l'actualité de la MRC de l'érable, nous vous recommandons de visualiser nos 2 éditions de l'érable en bref de la semaine prochaine, à partir de mardi et mercredi respectivement. Notre émission Érable approfondie sera de retour à partir de samedi. Pour l'instant, nous vous souhaitons une excellente semaine.